5 ans de coordination d'un pôle d'expertise multidisciplinaire raconté par 2 directeurs scientifiques. Alors, les 2 directeurs scientifiques sont les professeurs Julie Ruiz et Raphaël Proulx, sont membres du département des sciences de l'environnement. Depuis 5 ans, ils co-dirigent le Centre de recherche sur les interactions bassin-versant, écosystème aquatique, communément appelé le Centre RIVE, une unité de recherche multidisciplinaire dans la composition de ses membres et naturellement dans les travaux de recherche qui en découlent sur le fonctionnement des bassins versants du fleuve Saint-Laurent et des écosystèmes nordiques. Alors, ces dernières années, les professeurs Ruiz et Proulx ont été successivement à la tête du pôle d'expertise multidisciplinaire en gestion durable du littoral du lac Saint-Pierre à titre de directeur scientifique. Un pôle qui représente sans doute la plus grande manifestation du travail intersectoriel réalisé en recherche au Québec à ce jour. Leur implication dans ce pôle fait d'eux des chercheurs expérimentés en matière de recherche intersectorielle, ce qui les conduit à porter une réflexion critique sur les différents éléments de ce type d'initiative. Alors, je vous inviterai tous les 2 à venir nous rejoindre. Julie Ruiz et Raphaël Proulx, venez avec nous sur la scène. Que devrions-nous retenir de la collaboration intersectorielle déployée au sein d'un imposant pôle d'expertise multidisciplinaire comme celui sur la gestion durable du littoral du lac Saint-Pierre? Grande question, hein? Alors voilà, je vous laisse le micro. Allez-y, Julie. Merci. Alors c'est extrêmement intéressant parce que depuis finalement le milieu de la matinée, à peu près, on parle beaucoup de plaisir. Puis l'intersectorialité, c'est beaucoup de plaisir. Ben, on va vous expliquer que c'est aussi un peu de douleur. Et moi, j'entendais votre expérience à l'école d'été, je me dis, waouh, si on avait pu faire ça avant de commencer, qu'est-ce que ça aurait été bien. Là, on va vous parler d'une expertise, donc, enfin, d'une expérience qui est une intersectorialité, pour reprendre un peu les termes qu'on a vus ce matin avec les fonds de recherche, d'une intersectorialité par résolution de problèmes. Donc, on a un ensemble de chercheurs qui ont un problème commun puis qui cherchent à résoudre ce problème-là. C'est un projet intersectoriel donc, qui s'appelle le pôle multidisciplinaire en gestion durable du littoral du lac Saint-Pierre. C'est en fait un projet un peu particulier parce que ce n'est pas un projet qui était initié par des chercheurs et financé par les fonds de recherche. C'est un projet qui est né d'une demande gouvernementale. Donc, on est dans un contexte différent et ce contexte différent a évidemment un fort impact, probablement sur le plaisir que nous pouvons en retirer. Pour vous faire une brève présentation un peu de cette expérience, donc le pôle, c'est en fait donc une demande de 3 ministères québécois qui ont un problème avec le lac Saint-Pierre. Vous avez probablement entendu parler des tensions entre le problème avec les populations de poissons du lac qui sont en déclin, les tensions avec l'agriculture. Ça a été très médiatisé. Et puis là, le gouvernement se tourne vers la recherche et dit « Est-ce que vous pourriez mettre en place des essais agronomiques mesurer les impacts environnementaux de différentes nouvelles pratiques agricoles sur le littoral du lac Saint-Pierre, donc dans les zones inondables qui bordent le lac, et puis essayer de réfléchir à c'est quoi les impacts et les bénéfices socio-économiques si on arrive à développer des nouvelles pratiques agricoles qui auraient moins d'impact environnemental finalement sur le lac. Et dans ce projet-là, on a un mandat. Et puis ce mandat, vous le voyez écrit. Puis sur ce mandat, il y a marqué qu'il faut proposer une stratégie d'intervention. Donc là, on ne pas juste générer de la connaissance, il faut proposer une stratégie. Je vous mets en contexte. Deuxième élément de contexte, au début, on commence le projet 2018. Au début, ça devait être 2018-2022. Finalement, ça se prolonge 2024. On y est encore dedans. On est probablement en train de le prolonger pour 1 an supplémentaire. Alors, on disait, l'intersectorialité, il faut prendre du temps. Alors, effectivement, vous voyez, ensemble, on est plus fort, mais on est plus lent. Au final, le projet, c'est énormément d'argent de la politique publique investie pour régler cet enjeu-là. Au début, on en met un peu, puis il faut qu'on en rajoute, puis on en rajoute encore un petit peu. 3 ministères avec 3 universités d'impliquer. C'est-à-dire que le gouvernement veut impliquer 3 universités dans ce projet-là parce qu'on a des compétences spécifiques, donc à l'UQTR notamment sur
les écosystèmes aquatiques, et puis l'Université Laval et l'Université McGill en agronomie. Puis on a besoin d'agronomes pour développer des nouvelles pratiques agricoles, ce n'est pas les écologistes qui vont faire ça. Au total, ce projet, c'est 25 chercheurs qui ont développé 25 projets de recherche en agronomie, économie, écologie, sociologie, géographie, sciences politiques, on ne les a pas toutes mis, les disciplines, qui travaillent sur la petite zone que vous voyez qui est, qui est claire, là. Donc c'est une petite bande de terre qui borde le lac, là. Les enjeux sont là. Raphaël va nous donner quelques exemples. Au final, qu'est-ce que c'est ? C'est quand même 80 étudiants qui ont été formés dans un milieu multidisciplinaire. Ça a été extrêmement riche pour eux, une dynamique entre les chercheurs et les étudiants absolument incroyable au cours de ce travail-là. L'implication des acteurs du milieu, des producteurs agricoles, des acteurs régionaux dans les projets de recherche, dans le pôle, une large diffusion au milieu. Donc, on a eu énormément de diffusion médiatique, des reportages à la télévision. Donc un colloque avec plus de 150 acteurs du milieu qui ont été réalisés pendant ce pôle-là. Beaucoup de bénéfices mutuels à la fois pour les étudiants, pour les chercheurs, pour la politique publique. Et surtout, ce dont on est le plus fier, c'est une synthèse des connaissances qui aboutit avec des recommandations communes avec 25 chercheurs qui ont fait 25 projets de recherche différents. Alors, et là, c'est ça. Donc, l'idée, c'est de pouvoir vous partager un peu tout ça. Donc là, vous allez voir avec Raphaël, on va se passer le micro à tour de rôle, là, parce lui a commencé au pôle d'expertise. Moi, je l'ai pris après, parce qu'à un moment donné, c'était plus compliqué. Donc, voilà. Je vais partir avec celui-là. Donc, on se ramène en 2018. Julie et moi venons de prendre la co-direction du centre de recherche Rive. J'avais des cheveux bruns. Donc, on nous présente cette structure très verticale, de structure organisationnelle très verticale. Donc, on a tout en haut le comité directeur qui est composé de représentants des 3 ministères, plus un professionnel. Notamment, on a appris plus tard qu'il y a un comité en haut de celui-là. Une table des partenaires, en fait, qui sont les acteurs du milieu, les utilisateurs de la connaissance qui veulent savoir les résultats avant les autres. Une coordination scientifique, en fait, qui était représentée par des chercheurs ou chercheuses des différentes institutions, donc l'Université McGill, l'UQTR et l'Université Laval. Un comité scientifique représenté par des chercheurs des différents axes qui étaient aussi dans la structure organisationnelle, donc agriculture, environnement et socio-économie. Et finalement, un comité consultatif d'une quinzaine de personnes qui sont essentiellement des professionnels des différentes divisions dans les ministères qui sont vraiment, comme on pourrait dire, les très, très terrains, donc qui ont les connaissances terrain reliées à les défis. Donc, on veut vous parler des défis. Donc, dans un premier temps, on reçoit cette structure-là très verticale. Et tout en bas de ça, on a donc 25 chercheurs et chercheuses et 25 projets. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà tenté de coordonner ou orchestrer 25 chercheurs. J'ai réussi à faire 3 ans avant de me faire remplacer. Moi, j'atterris aux coordinations scientifiques avec une chercheuse de l'Université Laval et un chercheur de l'Université McGill. On doit former tous ces comités-là, recruter des professionnels. Les ministères recrutent une professionnelle pour traiter les dossiers. La table des partenaires est créée, etc. Et donc 25 chercheurs indépendants, c'est mentionné ici, donc qui ont chacune, donc dans les sphères qu'on a mentionnées, agronomie, agriculture, environnement et faune, sciences sociales et économiques. Donc, toutes ces chercheuses et ces chercheurs-là ont leur méthodologie, leur façon d'aborder une question, leurs propres échéanciers. Et donc, cette structure, vous le comprendrez, là, très verticale, échoue immédiatement. Donc, on doit immédiatement comprendre qu'il va falloir qu'on fasse confiance, qu'on laisse ces chercheurs et ces chercheuses-là attaquer la question selon leur méthode, avec leur façon de faire, et ensuite faire, on va dire, confiance au processus. Donc, on a des gens engagés qui sont engagés au sein d'un même mandat,
sur un objectif commun, mais qui ont leurs perspectives différentes. Et là, c'est probablement un des défis, gérer ces chercheurs-là. Il y a des armées d'étudiants derrière ça, évidemment, mais c'est aussi une force. On s'en est rendu compte très rapidement que c'était une force d'avoir cette diversité-là d'approche et de laisser finalement faire les chercheurs et chercheuses ce qu'ils font le mieux, c'est-à-dire être les spécialistes de leur domaine. Et donc, par la suite, ben, comme c'est une structure imposée, on a tout, ça ici il est marqué en bas 4 fois par année. Donc, 4 fois par année, il y a des comptes rendus, des redditions de comptes à faire qui partent, qui montent au comité scientifique, qui montent au comité de coordination, qui montent au comité des directeurs, qui s'en va chez les analystes, qui reviennent avec des corrections au comité directeur, qui redescendent au comité scientifique. Et donc, 4 fois par année, on fait ça chaque année. Donc, vous imaginez les enjeux, les défis qui ont été reliés à ça. Et néanmoins, on est passé au travers et on est rendu à une synthèse. Mais c'est certain que, Julien en parlera plus tard, il y aurait moyen de faire une structure qu'on pourrait appeler plus légère. Donc, ça, c'était une force et un enjeu d'avoir cette diversité d'approche-là tout en bas de notre structure de fonctionnement. D'autres enjeux étaient reliés à l'incohérence entre le mandat et les échéanciers. Donc, c'était évidemment pour demain matin, Julien en a parlé au départ, on avait besoin de réponses qui étaient très, très, très grandes sur un territoire qui est immense, à travers une diversité d'expertise et en venir à des propositions communes. Donc, évidemment, dès lors, il y avait quelque chose d'incohérent, mais aussi on faisait face à une forte hétérogénéité, j'appellerais dans le temps et dans l'espace, ce qui a mené à la loi de Proulx. Donc, j'ai une loi à mon nom. Oui, oui, absolument. On se citait communément à la fin, c'est tout simplement, l'année prochaine, ce ne sera pas pareil. Et j'ai jamais échoué encore dans ma prédiction. Vous imaginez la plaine du littoral du lac Saint-Pierre, donc on a vécu une inondation majeure exceptionnelle, pas d'inondation, une pandémie, des interventions législatives qui avaient directement en relation avec ce qu'on faisait dans le littoral, une communauté d'acteurs qui est extrêmement diversifiée. On a aussi eu des initiatives similaires aux nôtres qui ont été lancées de manière indépendante. Donc, c'était vraiment donc, assez un défi. Et aussi, donc, devant cette hétérogénéité-là, une autre citation ici de mon collègue Gilbert Cabana, « Faire le maximum d'erreurs dans le minimum de temps ». Pour apprendre, évidemment, il faut apprendre de ce territoire-là et je trouvais que c'était parfaitement ce qui représentait la situation. Moi, quand Raphaël est à la direction scientifique, moi, je suis chercheur dans l'axe socio-économie. Et on a eu évidemment plein de rencontres entre chercheurs parce que, comme tout le monde, comme les chercheurs, au début, vous avez 25 chercheurs qui rentrent dans le pôle, mais on ne se connaît pas. Nous, entre chercheurs de l'UQTR, on se connaît, mais avec les chercheurs de l'Université Laval et l'Université McGill, on ne se connaît pas. Donc, il faut qu'on se connaisse, il faut qu'on se rencontre, qu'on se dise bonjour, moi je m'appelle Julie, puis je travaille là-dessus. Et puis, la première rencontre qu'on fait, là, on a eu la chance de pouvoir sortir de l'université. C'est une bonne chose. Ça faisait qu'il n'y avait aucune université qui était plus sur une autre, là, qui était plus chef qu'une autre. Là, finalement, ça c'était important. Donc on est sortis, et puis la première chose qui se passe, évidemment, c'est que tous les chercheurs de l'UQTR se mettent à une table, tous les chercheurs de l'Université Laval se mettent à une autre, puis tous les chercheurs de McGill se mettent à une autre table. Et puis, nous, les chercheurs en socio-économie, on n'était pas très nombreux, là, puis on commence à regarder les échanges là, qui se passent entre chercheurs en sciences naturelles, puis en agronomie, puis on se dit waouh, ça va pas être facile. Parce qu'au début, on part tous avec nos préconceptions, là, en fait. Puis ça part, voilà, avec certains qui pensent que les agronomes ils veulent forcément faire de l'agriculture dans le lac Saint-Pierre, puis des autres qui pensent que les biologistes, écologistes, ils veulent forcément conserver la nature au lac Saint-Pierre. Et puis on se dit waouh, comment on va faire pour concilier tout ça, puis arriver avec des propositions communes à la fin. Et puis même à l'intérieur de notre axe en socio-économie, il y a beaucoup de tensions, là, parce qu'évidemment il y a des économistes avec des sociologues.
La rationalité économique et la sociologie, ça n'a jamais fait bon ménage, là. Alors évidemment, il y a beaucoup de préconceptions aussi qu'il va falloir dépasser à travers ça. Ça a été tout un combat. Et au cours de route, on a perdu du monde. On a perdu des chercheurs. Ils se sont investis, ils ont fait leur projet. Mais ils n'ont pas été actifs, ils n'ont pas été réellement engagés à la fin dans la synthèse. Et ces chercheurs-là, pourquoi est-ce qu'ils ont lâché? Parce qu'ils se sont mis au service d'eux. Ce matin, on a beaucoup parlé d'instrumentalisation. Et il y a différentes formes d'instrumentalisation. Il y a celle où on se sent... ce qui peut nous valoriser, je pense, parce qu'on se sent utile à quelque chose. Mais il y a l'instrumentalisation où on cherche à répondre aux besoins d'un autre qui n'est pas le nôtre. Et on perd plaisir. Mais c'est un élément extrêmement important de la recherche, d'avoir plaisir, je crois, hein, d'avoir du plaisir dans ce qu'on fait. Et c'est un des grands privilèges de notre travail. Mais quand on perd plaisir, souvent on passe à autre chose, puis le projet il est fini. Et ça, ces chercheurs-là, on les a perdus. Et également ceux qui ont cherché à trop coller à la demande, aux besoins du gouvernement, et qui se sont oubliés, en fait, qui ont oublié ce qu'ils étaient dans ce processus-là. Il y a évidemment, ça a beaucoup changé. La structure aujourd'hui, c'est plus vraiment un comité de coordination scientifique qu'on a, mais c'est plutôt juste un comité de liaison avec les ministères qui fait le dialogue avec les chercheurs. On a simplifié beaucoup tout ça. Ce qui nous a beaucoup aidé, évidemment, c'est la présence d'un professionnel qui a pu nous piloter tout au cours du projet. Donc, en fait, les professionnels ont changé là, mais qui a fait toute l'administration, l'animation scientifique, le lien avec le milieu qui était évidemment fondamental dans ce projet-là. Et l'animation scientifique, elle était extrêmement importante. 2 rencontres par année minimum avec 25 chercheurs. C'est quand même beaucoup de travail pour organiser tout ça. Mais ça nous a beaucoup aidé. Et puis, il y a eu des choses aussi d'autres choses qui nous ont aidés. D'abord, c'est qu'on a travaillé sur un sujet d'actualité. Et beaucoup de chercheurs, en fait, se sont engagés dans ce projet-là. Ils sont restés parce qu'on travaillait, on pouvait avoir un impact. On travaillait sur un sujet d'actualité concret qui était un besoin de la politique publique et on pouvait avoir un impact. Et ça, c'est une des choses qui a facilité l'engagement. Autre chose également qui a facilité l'engagement, et en tout cas le travail, la mise en commun à la fin, c'est qu'il y a quand même eu puis ça c'est un travail qu'a fait Raphaël, il y a quand même eu un travail pour avoir un design expérimental commun, avec des zones d'études communes où les chercheurs allaient pouvoir collecter des données, puis ultimement les mettre en commun, faire des analyses transversales. Donc le design expérimental a été pensé pour ça. Ça marchait pour les chercheurs en agronomie, en écologie, mais pas pour la socio-économie, parce que nous, on travaille sur des humains. Donc, quand on travaille sur des humains, en fait, on travaille sur des échelles sociales qui sont différentes. Là, donc, mais ça a beaucoup aidé à la mise en commun. Et puis, je pense qu'on peut reprendre également, c'est Sébastien Charles qui nous parlait de Descartes ce matin avec l'arbre de la connaissance. Là. Nous, en fait, pour réussir la mise en commun, il a fallu quelque chose constitue le tronc de l'arbre. Puis ça, c'était l'objet commun. Raphaël va peut-être y revenir. Il a fallu également que chacun puisse construire sa branche. Puis ça, il a fallu que chacun puisse faire son projet, puis se sente en confiance de ses propres connaissances pour ultimement pouvoir parler de l'objet, puis le mettre en commun avec tous les autres. Et donc, il a fallu qu'on construise toutes les branches de l'arbre pour finalement être capable de le voir, cet arbre-là. Et ça, je pense que c'est un des grands enseignements qu'on tire de ce projet-là. Oui. Oui. Est-ce que quelqu'un... Oui. Allô? Donc, je voulais revenir sur cette idée de... Oui. Je voulais revenir sur cette idée d'objet commun. C'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Quand on parle d'objet commun, ici, dans le fond, on avait un mandat commun. Et on travaillait sur le même territoire. On avait 4 régions qu'on n'a pas montrées ici, qu'on avait identifiées plus précisément. Et finalement, ce qui est vraiment fascinant, c'est qu'au bout de l'aventure, on a tous vécu la même histoire sur la même portion de territoire. Et on a un point d'ancrage qui est commun, même si on a nos visions différentes. Et ça nous a permis vraiment de générer des synthèses qui étaient partagées, incluant les gens de socio-économie. L'autre chose, c'est que sur la ligne de départ, tout le monde n'est pas au même point. Ça, c'est vraiment important. Certains chercheurs chez nous, moi, Gilbert Cabana, d'autres avaient beaucoup travaillé sur la plaine du lac Saint-Pierre. D'autres ici, comme mon collègue Philippe Séguin, qui est du milieu de l'agriculture, qui vient de l'Université McGill, qui est habitué à ces parcelles expérimentales
à Sainte-Anne-de-Bellevue. Il se rend compte qu'ici, on est dans un des champs dans lesquels on travaillait. On est en inondation. Il est en train de regarder du plancton. Il se dit, ça, c'est vraiment dans mon champ. Ça, c'est dans le champ agricole. Donc, il y a une prise de conscience, évidemment, qui se fait d'un peu tout le monde. Donc, tout le monde n'est pas au même niveau. Et, à droite, une autre photo où on voit les débris laissés dans un champ de maïs qui doivent évidemment être ramassés avant que quoi que ce soit puisse se faire là. Donc, il faut s'approprier cet objet commun-là au départ, et tout le monde n'est pas nécessairement au même point à ce moment-là. Donc, ce qui nous amène à la dernière diapo. C'est Julie, c'est toi qui vas le changer. Donc, on a un certain nombre de leçons qu'on vous a déjà mentionnées, mais qu'on peut récapituler ici. C'est un financement pour un objet d'étude avec des objectifs larges, donc permettre à tous les chercheurs, étudiants de pouvoir s'exprimer à l'intérieur de ce mandat. L'indépendance des approches et leur diversité, on en a parlé beaucoup. Donc, se mettre au service des autres, très important. Si on va là dans un projet comme ça pour soi, pour avoir un petit 100 000 $, faire nos choses, c'est décourageant pour l'ensemble du groupe. Le temps d'appropriation, de faire des erreurs, donc faire le maximum d'erreurs dans un minimum de temps, c'est important. Donc, 5 ans, nous, on avait 3 ans, imaginez. 5 ans, c'est minimum, mais pas beaucoup plus, hein, parce qu'après 5 ans, moi, après 3 ans, j'ai laissé ma place à Julie sur le comité de coordination. Puis une chance qu'il y avait des gens engagés comme ça qui pouvaient prendre le relais pour que ça continue. L'importance du soutien à la coordination, donc on a été quand même très bien entourés financièrement, mais aussi au niveau des professionnels qui ont aidé dans cette aventure-là. Ça a vraiment été très, 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 très aidant pour la suite du projet. Et finalement, une structure organisationnelle flexible et simple. De grâce, il faut trouver des façons d'avoir des structures horizontales parce que le milieu académique est construit comme ça plutôt que très vertical. Donc voilà, merci. Alors, vous disiez que vous étiez 25 chercheurs, c'est ça? Oui. De différentes universités. Combien de l'UQTR? 8 de l'UQTR, 8 chercheurs de l'UQTR, professeurs. Oui. Professeurs. Beaucoup d'étudiants et des stagiaires postdoctoraux. OK. Donc, tous des professeurs au département de l'environnement? Oui. Et là, c'est terminé, là, ce projet-là, à part le rapport qui se... Il y en a toujours deux. Actuellement, il y a 2 chercheurs de l'UQTR impliqués à la coordination scientifique parce que, en fait, sur un projet comme ça, il y a aussi la suite, la synthèse des connaissances, il faut la diffuser. Puis il faut être là après pour le milieu aussi. Si vous résumiez toute la perspective de recherche, c'est-à-dire l'axe de recherche que vous avez développé, vous parlez de projets communs, tout ça, c'était quoi en une phrase? Qu'est-ce que vous aviez à développer, chercher, organiser sur le littoral? Bien, le mandat, c'était vraiment de trouver des solutions à la gestion du littoral du Lac-Saint-Pierre qui a des enjeux environnementaux déjà documentés au niveau de sa faune, sa flore, la qualité de l'eau, etc. Puis, un des enjeux, c'est l'intensification de l'agriculture dans le littoral du Lac-Saint-Pierre. Et donc, les ministères nous ont demandé d'essayer de trouver des solutions ou des pistes de solutions pour un meilleur aménagement, au final, pour améliorer la qualité de l'écosystème qui est le Lac-Saint-Pierre. Puis vous étiez dans quelle portion du littoral? Parce que c'est quand même vaste, le Lac-Saint-Pierre. Tout le littoral. Tout le littoral. Donc, on avait des échelles. Parfois, on avait des indicateurs qu'on avait à l'ensemble du littoral. D'autres, on avait 4 régions d'études. D'autres, 2 sur la rive nord, 2 sur la rive sud, où on faisait des analyses plus poussées. Puis après, se superposer à ça, tout l'aspect humain, socio-économique là, qui aussi opère à d'autres échelles. Donc, c'est là votre intersectionnalité. Bien, c'est dans les disciplines, mais aussi dans l'interaction avec... Parce que là, on n'a pas parlé de l'interaction avec les gens sur le territoire, les utilisateurs de la recherche, mais on a fait plusieurs taux dans le projet. On avait des ateliers où on allait rencontrer les intervenants du milieu. Donc ça, c'est les organismes de conservation, les représentants régionaux et provinciaux de l'Union des producteurs agricoles. On avait des gens des municipalités, on avait les gens des ministères dans les différentes divisions, faune, agriculture. Donc,
on avait à peu près exactement tout le monde autour de la table, ou presque. Donc, avec le milieu. Ouais, un des éléments qui était notamment extrêmement important pour notre capacité à faire une synthèse, parce que souvent on voit moi j'ai participé à plusieurs projets intersectoriels, puis aboutir jusqu'à la synthèse des connaissances, souvent c'est une grande difficulté qu'on rencontre parce qu'on manque de temps. En fait, on arrive à la fin du projet, puis là c'est juste qu'on a une super dynamique, puis ça se bouscule. Puis là c'est fini. Puis là on a eu la chance de pouvoir faire la synthèse. Et une des choses qui nous a aidés notamment, c'est on a fait un gros colloque grand public. Puis là, il fallait qu'on délivre des messages. Là. Puis pas à nous, là, mais aux autres. Ouais. Et ça nous a forcé beaucoup à faire la synthèse. Et on a d'abord fait une synthèse par axe, donc en grand secteur de recherche, avant d'être capable de faire une synthèse interaxe. Félicitations et bravo pour ce projet titanesque. C'est très admirable. Et j'aurais une petite question par rapport à, par exemple, Raphaël Proulx aux cheveux poivre et sel. Qu'est-ce qu'il dirait au Raphaël Proulx aux cheveux bruns? Quels seraient les conseils, autant en gestion de projet, autant en gestion de projet que justement, j'imagine que vous aviez au début le doigt, puis ça a pris la main, puis ça a pris le bras, et puis tout le reste. Le projet est devenu peut-être pas forcément ce que vous imaginiez au début en fonction de justement les participations de ces 25 chercheurs différents et tout autre acteur, l'équipe des agronomes en arrière de ça. Quels seraient les conseils que vous donneriez à vous du passé et à nous aujourd'hui? Merci. 1 minute, Raphaël. Un an de plus de préparation. Avant de démarrer les projets en tant que tels, on a été très, très précipités pour aller commencer à dépenser l'argent et faire des choses concrètes. L'année de plus nous aurait donné la possibilité de peut-être se donner un cadre, un socle commun plus large encore que celui qu'on a pu mettre en place. Mais néanmoins, ce que j'aurais envie de dire, c'est lâcher prise. Faire confiance à l'expertise des gens qui s'engagent. La raison pour laquelle ils s'engagent dans un projet comme ça, ils sont très au fait que c'est un projet qui est appliqué, qu'il va falloir donner des recommandations, qui se fait avec le milieu, en partenariat avec le milieu. Tout le monde est au courant. Donc, quand ils s'engagent là-dedans, il y a une sorte de motivation intrinsèque à le faire. Et ensuite, moi, je ne comprenais absolument rien de ce que nécessairement Julie mettait en place ou les gens en économie. Et je me disais, bon, on en reparle dans 2 ans. Hein? Et aussi, on a responsabilisé assez tôt les chercheurs là-dedans. Donc, quand ça montait et ça descendait, c'était le nom des chercheurs et leur équipe qui étaient là. Donc, je n'ai pas pris la charge sur moi assez tôt de dire que je vais vérifier tout ça. Donc, mes cheveux étaient blancs avant ça, je dois avouer. Denis Boire, professeur d'anatomie. Votre saga me fait penser un peu quand j'étais étudiant, je suis pas mal plus vieux que vous, mais quand j'étais étudiant au doctorat, dans le milieu des années 80, il y avait eu une commission d'enquête royale sur la chasse aux phoques. Et c'était une commande, en fait, de faire justement un état de la question autant économique, social et quel impact ça avait sur les communautés qui vivaient de la chasse aux phoques. Et il y avait évidemment une dimension environnementale à la question. Mais cette commission, c'était une commission royale d'enquête qui avait été, puis qui était chapeautée, et si je me rappelle bien, c'était le juge Clich à l'époque qui faisait ça, puis ça donnait une grande indépendance de cette commission d'enquête qui faisait rapport au gouvernement, tandis qu'ici, vous avez une commande qui vient du gouvernement. C'est pas cette semaine où les biologistes, la grande indépendance des biologistes du BAP font les manchettes, mais est-ce que vous avez senti que vous aviez toute la latitude, justement, d'agir et de recommander avec cette balise d'une commission d'enquête qui dépend du pouvoir d'un juge et qui fait rapport au Parlement, comparativement ici où ça semble être vraiment une commande qui vient d'un ministère? Est-ce que vous avez senti cette indépendance, parce que tu as marqué chercheur indépendant, mais est-ce que vous aviez cette indépendance? En fait, dès le début des travaux du pôle, il a fallu faire expliquer ce qu'est la science et ce qu'est la recherche. L'importance de l'indépendance. Et ça, une fois que ça a été établi avec les ministères, c'était... Voilà. Je pense que c'est beaucoup moins... en fait, le gouvernement avait envie de dialoguer surtout avec les chercheurs, de voir si est-ce que leurs idées, elles sont bonnes ou ils sont à côté de la plaque. Puis ça, on peut leur dire dans la majorité des cas. Donc, c'est pas... je pense que c'est un projet qui a nécessité une explication de ce qu'est la recherche et de l'importance qu'elle soit indépendante.
il y a toujours des... Donc, explication, Ouais. indépendance. C'est ça, il faut juste apprendre, c'est ça, faut apprendre que pour nous, c'est extrêmement important d'être indépendant, puis si on n'a pas cette indépendance, on n'ira pas. Et ça, c'était bien clair, et cette marge de manœuvre, on l'a établie dès le départ, et c'est pour ça que finalement, la structure de gouvernance imposée au début, initialement, ça ne pouvait pas fonctionner, parce qu'en fait, ils mettaient des chercheurs en haut. Mais Raphaël ou moi, on n'a aucun pouvoir sur nos collègues, là. On est collègues, là. C'est comme ça la vie, là. Dans nos universités, mais ça marche pas comme ça pour le gouvernement, donc voilà. Et donc ça, une fois que ça a été établi, puis compris par les gens des ministères, ça a roulé. Après, maintenant, on a remis le rapport final, et puis là, il y a d'autres tensions qui sont avec le politique, sont en train de se créer. qui sont différentes, qui sont d'un autre ordre. Donc, voilà.